téléspectateurs, nous sommes donc toujours en direct de notre émission Burgus Célébrité, Histoire d'un jour, Histoire de toujours. Nous continuons notre périple, cette trilogie, par un deuxième grand homme bourqué. Eugénie, êtes-vous prête à nous faire frémir? Mais je suis prête, Nicolas. Alors nous pouvons vous présenter le deuxième personnage de cette trilogie. François Dallot. Non, on avait dit François Dallot une autre fois. Je vous faisais marcher, Nicolas. Non, je ne vais pas évoquer François Dallot, ce célèbre préhistorien bourqué 1845-1927 qui a découvert la grotte de Père-non-Père en 1881. Non, non, certainement pas. Non, je vais évoquer Pierre Boiry. Pierre Boiry. Pierre Boiry est né en 1918 et il est mort il y a seulement 7 ans, en 2008. Il a tout d'abord été instituteur. C'est pourquoi j'aimerais, en quelques mots, retracer l'histoire du bâtiment devant lequel nous nous trouvons. Où sommes-nous, Nicolas? Eh bien, nous sommes devant l'école primaire, sur la place F. Janté. D'ailleurs, qui était ce F. Janté? Monsieur Janté, justement, est le premier directeur de ce groupe scolaire qui a été inauguré en 1881, date à laquelle François Dallot découvre la grotte de Père-non-Père. Donc, construction en 1881. Oui, alors blague à part, il se trouve que ce même François Dallot, en plus de découvrir les grottes, animait la bibliothèque de Bourg, qui s'appelle maintenant Pierre Boiry. Vous me suivez? Bref, donc dès la conception de ce bâtiment, il a été imaginé cette grande salle centrale pour accueillir des activités éducatives et culturelles. On l'appelait la salle des conférences. D'ailleurs, il me semble on a parlé tout à l'heure de Léo Lagrange, il me semble que Léo Lagrange, en décembre 1936, est venu faire un discours de sa politique dans cette salle des conférences. Mais tout à fait, Nicolas, vous m'étonnez. Ah, mais j'ai... Les petites fiches. En 1883, le patronage des écoles laïques voit le jour pour venir en aide aux enfants issus des familles pauvres qui ne peuvent s'offrir ni sabots ni tabliers d'écolier. En 1912, afin d'accompagner les enfants sur les activités périscolaires, le directeur fonde l'Amicale laïque. Elle organisait des spectacles dans la salle des conférences et fédérait des jeunes qui montaient des pièces de théâtre. Par exemple, la grammaire d'Eugène Labiche, une troupe dont faisait partie le jeune Émile Cousinet. Mais ça, c'est une autre histoire, Nicolas, ça sera notre troisième volet. Et en 1927, alors que le cinéma est tout juste parlant, le patronage laïque suggère d'équiper la salle des conférences pour accueillir des séances de cinéma. En 1928, l'Amicale laïque fusionne avec l'association Bourg-Sport et tout ça devient l'ALBS qui existe encore aujourd'hui. En 1930, Pierre Boiry arrive à Bourg avec toute sa famille. En 1936, il entre à l'école normale à tout juste 18 ans. Il sera instituteur. Exactement, Eugénie. Et c'est là que vous avez retrouvé une lettre que lui a envoyée un de ses anciens élèves, Charlie Renaudy, Magnéto-Janine. Deux années charnières qui m'ont ouvert les yeux. 2 années scolaires où j'ai été le plus heureux. 60 ans ont passé avec leur histoire. Mais debout à Paris à Toriac, j'ai suivi et rendu visite à Pierre Boiry, mon instituteur. J'avais 10-11 ans. Il faisait son métier pour intéresser les jeunes ignares que nous étions et apprendre à aimer ce qui nous dispensait, pour réveiller nos sens et notre langue. J'ai toujours en mémoire une poésie de Victor Hugo, Les Jeans, récitée et jouée par toute la classe. Pour comprendre la modulation grâce à la ponctuation, écouter la musique des mots, du texte, articuler pour la compréhension, un canon pour l'intensité du phrasé. Ces vers sont au bout de ma langue, prêts à sortir et l'émotion ressentie toujours présente. Pour donner un peu d'humilité aux premiers de la classe et intéresser l'ensemble, il avait organisé un spectacle de marionnettes. Un spectacle de marionnettes, mais un spectacle créatif. C'est-à-dire créer et participer à la fabrication de A à Z. Montage d'un cage théâtral. Création et peinture des décors. Fabrication des personnages, les têtes. Pétrir et sculpter l'argile récoltée au bas des coteaux.
Chacun pouvait donner ses impressions, ses idées, son coup de main. Le cheval de Mémé Sanchez était le plus beau, lui, le meilleur. La sculpture approuvée avec du plâtre, nous faisions un moule, puis avec des bandes de papier journal et de la colle d'affiche, nous remplissions les creux du moule. Séchage. 2 moitiés de visage réunis, coloriés, peints. L'index dans le cou, le pouce et le majeur pour les bras, un bourgeron pour cacher la main, le bras. L'élève n'avait plus qu'à apprendre le texte et les déplacements pour l'animer. Les oiseaux en bois étaient articulés. Guerre. Nous sommes en 1940. Alors qu'en Picardie, Léo Lagrange tombe sous le feu des Allemands, Pierre Boiry a 22 ans et combat près d'Orléans. Mais, monsieur Pierre Boiry, que se passe-t-il? Où est votre compagnie? Oh, mais c'est la déroute, Nicolas. Le commandant est parti et je me retrouve à la tête de ces 180 hommes. Ah, zo, c'est toujours moi qui fais le nazi dans ce spectacle. Petite Français, armée, caput, ha ha ha, caput, allez, raus, schnell, au trou. Pierre Boiry est fait prisonnier. L'armée française est en déroute. Les Allemands envahissent le pays. L'armistice est signé le 23 juin 1940. Il s'évade en se faisant passer pour un employé des postes qui, à l'époque, était démobilisé. Et qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes rentré au bercail? Eh bien, je vais reprendre ma casquette d'instituteur. C'est quoi une casquette d'instituteur? Ah mais dégagez-vous! Bourg est occupé, certes, mais les enfants ont toujours besoin d'éducation. Et d'où vous vient cette envie d'être instituteur? Eh bien, je suis parti des mathématiques. Au collège, j'étais, comme on dit, plutôt bon en maths. Expression souvent banale. Pour ce qui me concerne, ce fut pourtant une vraie excellence. Et c'est elle qui m'a permis de réussir aux examens, et notamment au concours d'entrée à l'école normale, malgré un manque évident de maturité et des insuffisances suicidaires en français. Maître Pierre, comment on fait des marionnettes? Eh bien, c'est tout simple. Voilà, tu prends un bout de chiffon, comme ça, tu le tortillonnes et... Pendant ces années de guerre, Pierre Boiry sera au service des enfants. Mais en parallèle, il mènera d'importantes actions de résistance en Haute-Gironde. Voilà, ça, et puis voilà, à la fin, tu as un personnage. Oh, c'est chouette là. Donc c'est en quelque sorte le point de départ de toute votre vie. Vous allez naviguer entre éducation, transmission, les arts, la mise en scène, la peinture. Oui, et si je me souviens bien, je révélais également ce que les observateurs superficiels appelaient une prédisposition naturelle pour le dessin. Oui, voilà, merci, c'est bien. Voilà. Oui. Et j'ai tâté à la plupart des disciplines artistiques. Mais pour ce qui me concerne, la peinture, faute de rigueur et probablement de talent, faute de conseils aussi, je n'ai pas su intégrer le passage de la représentation du modèle à sa transposition poétique. Ah oui. Oui, oui, en somme, pas su trouver un style et y adopter une technique. En 1945, Pierre Boiry change de casquette. Il devient directeur de l'école. C'est comment une casquette de directeur? Bon, mais dégagez-vous, allez.
Cette même année, l'UFOLEA est remise en activité. Ah, monsieur le directeur de l'UFOLEA, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'UFOLEA? C'est vrai, ça, c'est quoi l'UFOLEA? Non mais dégagez, vous! C'est l'Union française des œuvres laïques pour l'éducation artistique. Créée en 1930, elle a pour mission la pratique artistique à la portée du plus grand nombre et dans ses missions primordiales. Oui, comme vous voyez, pour donner aux jeunes le goût d'entreprendre les tâches les plus difficiles et le courage pour les mener à bien. Et en 1950... Bonjour Monsieur Boiry. Au vu du formidable travail que vous faites et en la recherche d'hommes de valeur, je vous nomme au sein de l'UFOLEA à Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toiles et girons Paris. Pierre Boiry réalise un peu son rêve. Il prend des cours de dessin, traîne dans les musées, les théâtres. Il améliore ses connaissances et affine sa sensibilité. Quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musaner. Et chaque été, de 1950 à 1957, il revient à Bourg. Il profite de ses vacances pour réaliser des stages de théâtre financés en partie par le patronage laïque et les recettes du cinéma. Pierre Boiry change de casquette. Il devient metteur en scène. Des jeunes du pays, associés à de jeunes enseignants, des animateurs sociaux de la France entière, viennent à Bourg et montent une pièce du grand répertoire. Serge Lagrange, le fils de Léo, a participé activement à cette grande aventure. L'été 53, Pierre, tu te souviens? Ah, la tempête de Shakespeare! Regardez, il remonte la pendule de son esprit. D'ici peu, elle va sonner. Les répétitions! Je pense qu'il va mettre cette île dans sa poche, la rapporter chez lui et l'offrir à son fils en guise de pomme. Et puis, il sèmera les pépins dans la mer pour y faire pousser d'autres îles. La sueur! N'est-ce pas, Majesté? Sire. Oui. N'est-ce pas, sire, que mon habit est aussi frais que la première fois que je l'ai porté? Je veux dire, en quelque sorte. Oui, reprenez. Alors, n'est-ce pas, sire, que mon habit est aussi frais que la première fois que je l'ai porté? Je veux dire, en quelque sorte. Oui, le travail acharné sur ces textes immenses nous donnait ce que l'une de nous a pu appeler... des semelles de vent. Moi, pour voler sur les mots, sur les phrases, sur les thèmes des grands auteurs, dans la magie des éclairages, sous le ciel étoilé. N'est-ce pas, Stéphano? Mon sommelier ivrogne? Oui. Il est rond à rouler. Où a-t-il pu trouver le vin qui lui a enflammé la trogne? Comment est-il tombé dans cette saumure? Voilà, on se calme. Très bien. C'est bien, les enfants. Par contre, là, ces costumes-là, ça ne va pas du tout, hein? Dites, il est toujours comme ça Je le revois encore en train de touiller ses marmites de sorcière. Il teignit les toiles écrues pour obtenir les couleurs exactes des maquettes, d'après lesquelles les costumes devaient être confectionnés. Ah, regardez les enfants. Voilà, c'est cette couleur qu'il vous faut. Tout comme sur mon dessin, là, celui-là, là. Voilà. Pour ce projet sur la tempête, toute la population du village s'est associée. Il a fallu en faire une adaptation pour le Grand Théâtre de Bordeaux. Représentation exceptionnelle où se mêlent aux spectateurs les grands pontes de la Ligue de l'enseignement. Et puis soudain, en 1957... Oyez, braves gens, c'est une catastrophe. Il y a trop d'élèves inscrits à l'école. À la rentrée prochaine, je réquisitionne la salle des conférences
pour la transformer en cantine. Mais, monsieur le maire... J'ai dit... Ah, c'est moi qui ai la salle, c'est moi que j'ai la salle, c'est moi que j'ai la salle. Qu'à cela ne tienne, Pierre Boiry continuera ses stages de théâtre à Bressieux, près de Grenoble. Écoutez, monsieur le maire, une fois de plus, vous ne vous rendez pas compte. Chaque été, vous avez une quarantaine de stagiaires qui viennent un petit peu partout de la France pour animer votre ville, qui font des spectacles tous les soirs de la Troxel, qui réunissent 1500 spectateurs. Et que faites-vous de la salle des conférences qui fait salle comble depuis 30 ans pour le cinéma? Eh bien, ils construiront un nouveau cinéma. Mais qui ça? Eh bien, le patronage laïque, aux 4 chemins, à l'entrée de la ville. Mais, monsieur le maire, monsieur le maire, oh, tous les mêmes, ces maires. Monsieur le directeur? Monsieur Boiry, je vous nomme directeur de l'UFOLEA. Merci, monsieur le directeur. Mais non, c'est vous maintenant le directeur. Ah oui, c'est vrai, monsieur le directeur. Mais non, maintenant le directeur, c'est vous. Ah oui, c'est vrai. Oh, je suis bête. C'est vrai, ça c'est quoi l'UFOLEA? Non mais dégagez, vous, allez. En 1963, Pierre Boiry est désormais directeur de l'UFOLEA. Il collabore avec Jean Villard, le TNP, Daniel Sorano, Madeleine Lagrange. Ils forment des cadres à l'Académie de Bordeaux qui continueront le travail entamé. Et en 1975, il prend sa retraite. Non, mais non, pas ça, non, ça va pas, non. Oh. Et Nicolas, là, oui, approchez là. Oui, Ouais, voilà, donnez-moi là. Voilà. Bon, il y a 2 ans, j'ai remonté le syndicat d'initiative à Bourg. Je suis persuadé que l'avenir de notre belle cité passe par le tourisme. Ah, vous êtes un visionnaire, monsieur Boiry. Oui, c'est vrai, mais dorénavant, je vais pouvoir me consacrer à mes autres passions. La photographie, l'histoire, l'écriture. D'ailleurs, la photo, quels sont vos sujets de prédilection? Les paysages, les portraits? Non, les chapiteaux romans. Ah, les chapiteaux. Non, je veux dire les chapiteaux, les sculptures romanes, les images de pierre, susceptibles de toucher ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. photographe, t'y crois, toi? Pierre Boiry animera le club photo qui se réunissait au foyer laïque, dans une salle construite au sein du cinéma, aux 4 chemins, à l'entrée de la ville. Puis vint le temps de la casquette. Le temps de l'écriture. Bourg et le Bourget. Pierre Boiry édite Bourg et le Bourget en 1989 chez Burgus Éditions. Oui, 10 ans de recherche et 3 ans d'écriture tout de même. Je me suis attaché à raconter l'installation progressive des communes, à retrouver des anecdotes de la vie d'ici qui ne sont pas sans signification avec l'histoire. Les clématites sauvages. En 1993, il publie Les clématites sauvages, qui relatent les faits de la résistance aux Girondines.
Oui, un roman de la terre girondine. Oh, hey, Jenny, ma musique. Oh, excusez-moi, monsieur Boiry. Oui, j'arrive, excusez-moi. Hop, là, voilà. Ah, voilà, c'est tellement mieux. Un roman de l'héroïsme le plus modeste, un roman d'hommes et de femmes qui avaient foi en leurs actes. C'est beau et on apprend beaucoup sur les côtés les plus ignorés de ces temps de la résistance. Chronique de souffrance et de lumière. En 1995, Pierre Boiry publie Chronique de souffrance et de lumière sur l'occupation et la libération en Haute-Gironde. Napoléon. En 1999, il publie Napoléon, qui raconte les tribulations du buste de Napoléon au XXe siècle. Et j'ai même reçu les honneurs de la ville de Paris. Mon livre est diffusé dans toutes les bibliothèques napoléoniennes et je l'ai dédicacé aux invalides. À travers ses livres, Pierre Boiry livrait une sorte de combat contre l'ignorance, pour la soif de connaissance et la curiosité. Mais, monsieur Jaurès, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas mort? On a tué Jaurès, on a tué Jaurès! Il ne me paraît pas juste que les enfants du peuple, précisément parce que leur vie sera faite de labeur monotone et routinier, soient déshérités des joies de l'art, et qu'ils ne soient pas mis en état de comprendre la beauté simple et grande des chefs-d'œuvre. Cette citation de Jean Jaurès, Pierre Boiry l'a écrite en tête de son carnet de préparation de stage de théâtre. Dans la lignée de Léo Lagrange, Pierre Boiry, transmetteur d'idéal et de joie, s'est éteint le 24 juillet 2008. Son dernier roman, Les sauterelles vertes, sera publié après sa mort. Un récit mémoire sur la résistance en Haute-Gironde. Eh bien, Eugénie, nous voici au terme de cette deuxième partie. Je vous avoue que je suis un petit peu plus sous le choc après avoir découvert Pierre Boiry. Et j'espère que nos spectateurs ont pu apprécier ce biopic passionnant.